Bonjour, je m'appelle Aïcha, nom d'emprunt, j'ai 28 ans et je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest. Je suis ici pour partager une histoire douloureuse qui me hante depuis mes années d'université. Je ne suis pas venue pour qu'on me juge seulement, mais aussi pour qu'on me conseille, qu'on me dise ce que je pourrais faire pour me libérer de cette culpabilité. J'espère que mon expérience servira d'avertissement à beaucoup. J'ai grandi dans une famille modeste, mais j'ai eu la chance d'être admise à l'université d'Assoba. Je m'en souviens encore, j'étais pleine d'énergie, ravie de quitter mon village pour découvrir la vie universitaire. Là-bas, je me suis fait une amie très proche, appelons-la Aminatou. Nous étions toutes deux en première année, dans le même département. Nous avions le même style vestimentaire, le même humour. Dès le premier mois, tout le monde pensait que nous étions sœurs tant nous étions complices. Aminatou et moi partagions la même chambre en cité universitaire. On sortait ensemble, on cuisinait, on révisait toutes les deux. J'avais une telle confiance en elle qu'il ne me serait jamais venu à l'esprit qu'un jour nos chemins se sépareraient d'une façon tragique. En deuxième année, Aminatou a rencontré un homme, Salif. Je me souviens de la première fois où elle m'a parlé de lui. Elle était toute excitée, me disant qu'il était travailleur, plus âgé, déjà bien installé. Je trouvais cela un peu rapide, mais je respectais son choix. Leur relation s'est intensifiée très vite. Il lui apportait de petits cadeaux, venait la chercher en voiture, lui promettait de l'épouser. À ma grande surprise, dès qu'elle a découvert qu'elle était enceinte, nous n'étions qu'en deuxième année, Salif a décidé de la doter, de la marier selon les coutumes. Aminatou était ravie de cette perspective de fonder une famille, même en plein milieu de ses études. Dans le même temps, moi j'avais un petit ami, Idrissa, qui me promettait qu'à la fin de nos 4 années de cursus, nous nous marierions. Alors, bien que je ne l'ai pas avoué à Aminatou, j'enviais secrètement la rapidité et la fougue de son mariage. Elle devenait madame, tandis que moi je restais la fiancée officieuse. Quand Aminatou est tombée enceinte, Salif lui a dit qu'il ne voulait plus qu'elle reste dans la petite chambre étudiante, trouvant cela inconfortable pour une femme enceinte. Il a payé pour qu'elle déménage dans un appartement plus spacieux. Il m'a même proposé de couvrir mon propre loyer pendant 1 an pour que je ne subisse pas la séparation trop durement. J'étais reconnaissante, mais aussi un peu triste. Je vivais maintenant seule, sans ma confidente de tous les jours. Bien sûr, nous nous voyions encore, mais moins souvent. Moi, j'assistais toujours aux cours. Aminatou, fatiguée par la grossesse, ne venait plus qu'épisodiquement. Je l'aidais comme je pouvais. Je récupérais les devoirs, les sujets de TD et, dans la mesure du possible, je faisais les exercices pour elle, afin qu'elle ne rate pas les notes importantes. À cette époque, une autre étudiante de mon département, Safi, m'a fait la remarque qu'elle m'observait soumettre 2 copies lors de certains tests ou remettre 2 devoirs en même temps. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai vaguement expliqué qu'une amie enceinte était incapable de se déplacer. Safi rétorquait que d'autres femmes enceintes venaient pourtant en cours et la questionnait. Pourquoi ton amie, elle, ne se donne pas un peu plus la peine? Je me suis contentée de changer de sujet. Safi semblait vouloir être amicale, mais j'étais méfiante. Peu à peu, Safi et moi sommes quand même devenus amies. Je sentais en elle une certaine volonté de m'aider ou de me mettre en garde, notamment sur les risques de fraude aux examens. Mais je ne voulais pas l'écouter. J'étais concentrée sur Aminatou, sa grossesse et ma propre vie sentimentale avec Idrissa. Quand je rendais visite à Aminatou, je côtoyais son mari Salif. Il était aux petits soins pour elle, lui cuisinait des plats, la chouchoutait. Je me rendais compte à quel point il semblait attentionné. Et malgré moi, j'ai commencé à ressentir une forme d'admiration, voire une attirance pour Salif. J'avais pourtant déjà un fiancé, Idrissa, qui me promettait un bel avenir, mais quelque chose dans la stabilité apparente de Salif me faisait rêver. Bien sûr, je gardais cette fascination secrète. Il m'arrivait de penser, si seulement j'avais un mari déjà établi, prêt à m'épouser en plein cursus comme Aminatou. Idrissa, lui, voulait attendre la fin de nos études, et je trouvais cela trop long. Plus le temps passait, plus je me plaignais auprès de Safi de mes petites frustrations. Idrissa est trop patient, j'aimerais être mariée moi aussi, être couverte d'attention par un homme mûr. Safi s'est alors montrée très attentive. Elle m'a dit « Ne t'en fais pas, je connais quelqu'un, un marabout, qui peut arranger les relations. S'il le faut, il peut semer la zizanie dans un couple pour que l'homme choisisse une autre femme. » Au début, j'ai trouvé ça malsain.
Mais sa fille insistait. Toi-même, tu dis que tu envies la vie de ta copine. En faisant quelques petits rituels, on peut faire en sorte que le mari de ton ami tombe amoureux de toi. J'ai fini par me laisser convaincre, en me disant que je voulais seulement créer un désaccord dans le couple de mon ami, pour que Salif finisse par me remarquer, sans toutefois détruire la vie de qui que ce soit. Un après-midi, sa fille m'a emmené voir ce marabout dans un village voisin. On y est allé en taxi, toutes les deux. C'était une maison en terre, avec un intérieur sombre. Le marabout m'a demandé ce que je voulais. J'ai répondu « Je veux que Salif, le mari de mon ami, se dispute avec elle, s'éloigne d'elle et qu'il me remarque. » Il m'a expliqué que ce n'était pas un rituel anodin, qu'il pouvait y avoir des conséquences. J'ai dit que je m'en fichais, que je voulais être mariée maintenant. Le marabout m'a fait payer une somme, m'a donné une calebasse contenant un liquide étrange et m'a ordonné de le verser dans la nourriture de mon ami ou de son mari pour créer la discorde. Il m'a aussi dit quelques incantations à prononcer. J'étais nerveuse, mais sa fille m'a encouragée. « Fais-le et tu verras, Salif viendra vers toi. » Je suis retournée voir Aminatou un week-end. Elle était exténuée par sa grossesse avancée. Pendant qu'elle se reposait, j'ai saisi l'occasion de mettre la potion dans un plat destiné à Salif. Il a mangé sans rien soupçonner. Au début, je ne vis aucun changement. Puis, quelques jours plus tard, Aminatou m'appela en larmes. Salif est devenu brutal, il me frappe pour un rien, il m'accuse de tout, il dit que je le trompe, qu'il en a assez de moi. J'étais sous le choc. Je ne pensais pas que le marabout provoquerait une telle sauvagerie, seulement des disputes bénignes. Aminatou se réfugia parfois chez moi, exhibant des bleus sur son corps. Je la consolais hypocritement, tout en me disant que, tôt ou tard, Salif finirait par la chasser et que j'aurais ma chance. Jamais je n'aurais imaginé que la violence de Salif escaladerait à ce point. Un soir, Aminatou m'appela en sanglots, disant que Salif la menaçait gravement. Le lendemain, j'appris la terrible nouvelle. Salif, dans un accès de rage, l'avait battue si violemment qu'elle n'avait pas survécu à ses blessures après être arrivée à l'hôpital. Je fus parcourue d'un frisson indescriptible. Je n'avais jamais voulu la mort d'Aminatou, juste provoquer une rupture. Pourtant, la réalité était là. À cause de mon rituel, Salif était devenu incontrôlable et mon ami en avait payé de sa vie. Je ressentis un profond mélange d'horreur et de culpabilité. En même temps, une partie ignoble de moi se disait « Maintenant qu'Aminatou est décédée, Salif est libre ». Je me détestais de penser cela, mais je ne pouvais ignorer que le rituel avait réussi d'une manière encore plus radicale que prévu. Après les funérailles, la famille d'Aminatou récupéra le bébé, un nourrisson de quelques mois. De son côté, Salif se montra très abattu, mais aussi en colère contre le monde. Moi, je suis restée à ses côtés, jouant la confidente, l'épaule sur laquelle pleurer. Peu à peu, j'ai commencé à lui rendre des services. Cuisiner, laver, l'aider dans ses papiers. J'ai fini par passer de plus en plus de nuits chez lui. C'était comme si mon objectif se réalisait d'une façon monstrueuse. Nous avons commencé à avoir des rapports intimes. Salif disait qu'il trouvait en moi le réconfort qu'il avait perdu. Il songeait même à une possible union entre nous. Pourtant, je n'étais pas heureuse. J'avais sans cesse devant les yeux l'image d'Aminatou, ma si bonne amie, morte à cause de mon rituel. Très vite, Aminatou a commencé à hanter mes nuits. Elle apparaissait dans mes rêves, en pleurs, me demandant « Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Elle me suppliait de confesser la vérité. Par 3 nuits consécutives, je la vis, blessée, me fixant avec reproche. Je me réveillais en suffoquant, couverte de sueur. J'ai essayé de prier, de demander pardon dans le vide, mais sa voix me revenait sans cesse. « Dis-le à tous, ne garde pas le silence. » Je suis alors tombée en dépression. Je ne voulais pas retourner à l'université, ni voir sa fille, ni même Salif. Je me sentais responsable de la mort de ma meilleure amie, et je vivais dans la culpabilité la plus totale. Au milieu de ce chaos, Idrissa, mon fiancé, a remarqué que je m'éloignais de lui. Il ne comprenait pas pourquoi je passais mes nuits chez Salif, alors que j'étais supposée être sa fiancée. Je lui mentais, prétendant que je soutenais Salif en deuil. Très vite, Idrissa s'est lassé de ces explications vagues. Il a fini par rompre, estimant que je le trompais et que j'étais devenue malhonnête. J'ai ainsi perdu le seul homme qui me respectait réellement pour ce que j'étais,
Tout ça pour un veuf que j'avais moi-même contribué à rendre veuf. Dans mon esprit, c'était un engrenage. Plus j'avançais, plus je me sentais enfoncée dans la boue du remords. Aminatou me hantait en rêve, me réclamant une confession, me disant que je devais tout avouer, peut-être à sa famille, ou à Salif, ou même à mes amis de l'université. Mais j'étais pétrifiée. Comment oser expliquer que j'avais volontairement déclenché un rituel pour détruire son mariage et que ce rituel avait finalement entraîné sa mort? Qu'est-ce qui me disait qu'on ne me traduirait pas en justice pour complicité d'homicide, même ésotérique? Alors je me murais dans le silence, essayant de feindre un deuil normal. Je donnais l'image de la bonne amie éplorée par la disparition d'Aminatou, tout en rongeant mon cœur de l'intérieur. Aujourd'hui, je n'ai plus personne. Salif, après nos brèves aventures, a fini par s'éloigner. On se rendait mutuellement malheureux. Je le voyais comme un meurtrier, il me voyait comme un substitut imparfait d'Aminatou. Les disputes ont commencé, j'ai fait mes valises, je suis partie. Je me retrouve seule, sans fiancé, sans amis, exclue d'une partie de ma famille. Je fais toujours des cauchemars où Aminatou me regarde en silence, me tendant son enfant qui pleure. Je me réveille, le cœur battant, en me demandant si je devrais aller trouver ses parents et avouer tout. Mais je n'ai pas ce courage. Je ressens que révéler la vérité pourrait briser sa famille davantage ou attirer sur moi la colère de tous. Je suis donc venue témoigner de façon anonyme sur les réseaux, espérant que des gens plus sages que moi me guideront. Je ne suis plus jeune étudiante, j'ai 28 ans maintenant, et la vie ne m'a rien apporté de bon. Je reste hantée par ce que j'ai fait à Aminatou, par la manière dont j'ai instrumentalisé un maraboutage pour me rapprocher de son mari. Je vois bien à présent qu'aucun bonheur ne sort jamais d'une telle action. Je ne sais pas si une confession tardive allégerait ma peine ou apporterait du réconfort à la famille d'Aminatou. Peut-être me détesterait-il davantage, peut-être chercherait-il à me punir. En même temps, je sens que la mémoire d'Aminatou ne cessera de me poursuivre tant que je ne ferai pas un acte de vérité. J'ai tenté de prier, de demander pardon à Dieu, de supplier Aminatou en pensée. Mais je ne ressens aucun soulagement durable. Chaque jour, je traîne mes regrets comme une chaîne aux pieds. Je voudrais pouvoir remonter le temps, dire à sa fille qu'elle m'a mal conseillé, dire au marabout que je renonce. Surtout, je regrette de n'avoir pas su me contenter de ce que j'avais, mon fiancé Idrissa, un avenir qui se serait sans doute construit avec patience et sincérité. Aujourd'hui, Idrissa est marié à une autre, heureux, père de plusieurs enfants. Je ne l'ai jamais revu et je ne cherche pas à le contacter, tellement j'ai honte. Je vous demande donc, à vous qui lisez, que feriez-vous à ma place? Devrais-je aller chez les parents d'Aminatou, leur révéler que j'ai causé indirectement la discorde dans son foyer? Devrais-je tout dire à Salif, même s'il ne me fréquente plus? Ou devrais-je m'en tenir à cette confession publique anonyme, en espérant que l'esprit d'Aminatou me pardonne à force de prière? Je sais que le pardon est une notion complexe. Certains diront que je ne mérite pas de pardon, que je suis complice d'un meurtre. D'autres, peut-être, estimeront que j'ai agi sous l'influence de la jalousie et de la naïveté, que je peux tenter de me racheter autrement. Je suis prête à entendre toutes les opinions, même les plus dures. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui liront mon histoire, c'est de ne jamais céder à la jalousie, au point de souhaiter la destruction d'un couple ou de s'adresser à des forces occultes. Ce qui semble être une simple discorde peut se transformer en tragédie. On ne contrôle pas les conséquences d'un rituel, on déclenche une dynamique qui peut anéantir des vies. On croit obtenir un petit avantage amoureux et on finit par assister à la mort de son ami. Soyez patient dans vos relations, acceptez que chacun ait son destin. Si votre conjoint n'est pas encore prêt à se marier, ne cherchez pas à briser le couple d'un autre. Et si quelqu'un vous propose un marabout pour manipuler les sentiments d'autrui, fuyez. Rien de bon ne sort d'un maléfice. Ainsi, je termine mon récit. J'ai révélé comment ma jalousie m'a poussé à consulter un marabout pour séparer Aminatou et Salif, causant indirectement la mort violente de mon ami. Aujourd'hui, je suis seule, malheureuse, hantée par ces apparitions dans mes rêves. Ma vie est un champ de ruines, mais je veux croire qu'il existe un espoir de guérison. Je lance donc un appel, si vous avez des mots de soutien, des propositions de chemin spirituel, des expériences de délivrance, écrivez un commentaire. Je ne me fais pas d'illusions,
Rien ne ramènera Aminatou, et je ne pourrai sans doute jamais oublier cette faute. Mais peut-être puis-je, en me confessant ici, amorcer un processus de rédemption. Je vous remercie d'avoir lu jusqu'ici. Je regrette mes actes. Je prie pour que l'âme d'Aminatou me pardonne un jour. Et je supplie quiconque se trouve tenté par la jalousie ou la sorcellerie d'écouter mon avertissement. On ne maîtrise jamais la magie qu'on invoque et elle peut vous coûter bien plus cher que vous ne l'imaginez.